Bonjour Arnaud Desplechin. Bonjour Olivier Père. Frères et sœurs, votre nouveau film porte bien son titre, il file droit comme son titre. C'est effectivement l'histoire d'un frère et d'une sœur, Alice et Louis. Elle est actrice, il est écrivain, ils se haïssent depuis plus de 20 ans et ils vont être amenés à se revoir à l'occasion de... Enfin, lorsque leurs parents sont victimes d'un terrible accident de voiture. Alors, la question que pose le film, c'est moins comment sont-ils arrivés là que comment vont-ils s'en sortir. C'est l'histoire d'un cheminement vers l'apaisement et vers la fin de la haine. C'est vrai que c'était un film qui était obsédé par ça. Je me souviens très bien, c'était juste après l'été qui a suivi la projection à Cannes de Roubaix une lumière. J'avais écrit à Julie Père en lui proposant Voilà, je lui avais dit ça va être un projet au long cours et ça va être un film obsédé, obsédé par sa question. Et la question, c'était cette question. Je lui disais, soyons très ambitieux. Comment réparer le tissu de la vie? Vous voyez, des accros partout. Comment faire pour les spectateurs, pour moi, pour elle, etc. Pour réparer ça. Et donc l'idée, c'était de réparer cette colère ou cette haine ou cette peur, parce que c'est des personnages qui sont terrifiés. Alice est terrifiée par Louis, Louis est terrifié par la colère de sa sœur. Comment faire pour apaiser ça? Et une réplique que j'aime bien, c'est Melville, quand il rencontre celle qui deviendra la mère de son enfant, Golshifteh Farahani, qui joue Fonia, elle lui dit mais pourquoi votre sœur, elle vous déteste comme ça? Et il lui répond, mademoiselle, je crois que ce ne serait pas très moral de répondre à votre question. Et donc la question du pourquoi est évacuée, et c'est la question d'arrêter, puisque la haine, c'est toujours une perte de temps. Donc il faut absolument délivrer Alice, il faut la soulager, la délivrer, et délivrer Louis, qui a presque plaisir à être comme ça, l'objet de cette colère ou de cette haine. Alors c'est vrai que ça parle de haine, de peur, de deuil, mais comme vous le disiez, il y a presque une jouissance à ça, et il y a aussi l'idée que c'est aussi une histoire d'amour, où la haine est une forme de l'amour, ou c'est une histoire d'amour qui ne veut pas dire son nom. Ah, très fort, oui, je crois, très fort. C'était très stupéfiant, c'est beaucoup de acteurs. Vous voyez, quand on s'est retrouvé avec Marion, j'ai envoyé le scénario, j'avais grand peur, elle m'a téléphoné, on a fait affaire, en rigolant, et après on s'est retrouvés, et puis elle me dit, mais alors c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé entre eux, etc. Je dis, je sais pas, et tu es venu pour trouver la réponse avec moi, donc on va chercher. Et puis peu à peu, plus on travaillait, plus on relisait le texte, etc., on voyait, alors bien sûr les parents les ont mis dans cette espèce de rivalité, des choses comme ça, mais il y a un amour très brûlant entre eux qui est presque incestueux. Je pense que il était trop épris d'elle, elle a trop aimé que son frère soit épris d'elle. Alors ils se détachent comme ça, comme s'ils étaient effarés de l'amour qui est entre eux. La colère ou la haine ne sont encore que des visages d'un amour qui existait avant et qui perdure et qui n'arrête pas de couver pendant tout le film. Alors c'est vrai que d'une part, il y a deux acteurs qui apportent beaucoup à leur personnage, Marion Cotillard et Melville Poupeau. Est-ce que vous avez écrit en pensant à eux? Alors, j'arrive pas à me changer, je ne sais pas écrire pour les acteurs, je ne sais pas faire ça. Ma vie serait vachement plus simple si je savais faire ça. Je l'ai fait une fois et ça a été un plaisir inouï, c'était sur Tromperie, que j'ai vraiment écrit pour Léa Seydoux et Denis Podalides, en espérant que Emmanuel DeVos nous rejoindrait. Donc ça, j'y pensais tous les jours. Mais là, j'avais trop de superstitions parce que, allez savoir, Melville, il tourne tout le temps, donc peut-être il n'aura pas été libre. Marion, est-ce que le rôle est tellement complexe? Est-ce qu'elle aurait dit tourmenter? Vous voyez, est-ce qu'elle aurait envie de jouer ces tourments-là? Donc je ne peux pas écrire en pensant aux acteurs. Par contre, quand j'ai fait Pomme S de la première version, j'ai écrit tout de suite un texto à Melville et j'ai envoyé un courrier à Marion le soir même. Mais j'attends c'est sûrement une superstition que j'ai. Vous avez évoqué le mot d'inceste. Peut-être que le film tourne autour de ça, ou au contraire évacue très vite la question. En tout cas, c'est une histoire d'amour, de haine entre un frère et une sœur, mais il n'y a pas l'idée de transgression qui pourrait être associée à celui d'inceste, par exemple. Non, c'est rappelé même dans une scène à la synagogue, tu ne verras point la nudité de ta sœur, qu'elle soit née dans la maison ou hors de la maison. Ils se tiennent dans la loi, mais ils sont à la lisière. Ils sont comme des amants. Ce qui doit être très encombrant pour le mari d'Alice. Il y a toujours une réplique qui me fait rigoler. Du temps où ils s'entendaient bien, ils sont dans un bar et dit, dis donc, ton livre ne quitte plus la table de chevet de ma femme. Voilà, ils sont à trois dans le lit, quoi. Alors c'est pas possible, il faut bien qu'ils s'en aillent du lit pour laisser sa sœur vivre, quoi. Je pense comme ça, il y a une très belle scène où Marion me sidère et Melville aussi, le regard entre eux, si elle lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Et donc ils savent qu'ils vont devoir s'éloigner.
l'un de l'autre, comme ça. Et alors, c'est comme des jeunes amants. Mais l'idée de transgression me passionnait pas plus que ça. Ce qui est transgressif, à mon avis, c'est beaucoup plus la colère ou la violence des sentiments qui les habitent. Mais ça m'intéressait pas plus que ça. C'est vrai qu'au fil des années, les raisons de leur haine a fini par devenir un peu floues. En revanche, il y a quand même des pistes ou des indices qui sont annoncés de manière très forte, très brutale au début du film. Vous parliez d'une naissance, mais il y a aussi une mort d'un enfant. Les deux sont liés à leur annonce ou correspondent à leur rupture. Et puis aussi le fait qu'elle soit actrice et que lui soit écrivain, qu'il n'ait pas voulu qu'elle lise. Il y a une forme aussi de rivalité ou de jalousie presque professionnelle entre les deux qui va entraîner cette haine. Il y a ça. Je crois, moi, à la fin du montage et du mixage, je crois que ça vient des parents. C'est un truc qui vient des parents. Je vois la scène où Louis raconte ses anniversaires, etc. Il y a un truc comme ça de compétition qui a été instauré entre les parents, qui sont des gens... Le père était représentant, la mère était... On ne sait pas bien ce qu'elle faisait. Mais voilà, ils habitent un appartement un peu humble dans la périphérie de Roubaix. Et voilà, ils voudraient que leurs enfants ils s'en sortent, quoi. Alors tout d'un coup, il y a cette espèce de compétition. Alors, bien des spectateurs diront, mais alors pourquoi ils se détestent ? Alors bon, je peux leur dire avec Louis, parce que c'est immoral de répondre à votre question, mais enfin, toutes les questions des spectateurs sont légitimes. En fait, on y répond à la scène 3. Au tout début de la scène 3, on voit Alice qui est toute en colère, pleurant, en fait, meurtrie, quoi. Et Cotillard est admirable, et l'assistant du théâtre arrive et il lui dit, mais alors qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, il m'a volé mon nom. Voilà. C'est tout, c'est simple. C'est dit, en scène 3, c'est fait. Donc le pourquoi, tous les spectateurs l'ont. Et pourtant, ça ne suffit pas. Parce que c'est comme dans la vie, ça ne suffit jamais. Vous dites, mais pour ci, mais pour ça, etc. Alors, et Alice, elle est complètement perdue dans la généalogie. Alors le film fait la généalogie de cette haine. Toutes les étapes de la colère, du dépit, du moment de l'ambiguïté. Elle fait la généalogie. Mais le pourquoi ultime... Bah oui, il lui a volé son nom, quoi. Voilà, c'est pas plus grave que ça, et c'est aussi terrible que ça. Alors c'est drôle, parce qu'il y avait cette scène qu'on appelait la scène de l'offense. C'est effectivement... Louis écrit des poèmes. Alors j'aimais bien qu'il écrive des poèmes plutôt que des romans, parce que quand on écrit des poèmes, on est fauché, quoi. Il n'y a pas de truc de reconnaissance sociale, c'est très confidentiel. Mais Mac Jacob, il vendait à 60 exemplaires, donc du temps de sa grande reconnaissance. Donc c'est pas un truc mondain, quoi. Et alors Alice lui dit, mais je pourrais être ta voix. Et il dit, bah non, tu ne liras jamais mes poèmes. Et il est d'une grossièreté inouïe. Et là, c'est pas réparable. L'offense a été commise. Et c'est rien, c'est un détail qui se passe dans une conversation dans un bistrot. Et pourtant, c'est plus réparable. On comprend aussi qu'après, il a écrit une sorte d'autofiction où elle apparaît. Oui, il se sert de lui-même pour écrire. Et alors, il blesse tout le monde autour de lui, puisqu'il se sert de lui. Évidemment, je m'identifie très fort à cet aspect-là du personnage. Je m'identifie tout autant à Alice, mais je m'identifie au garçon aussi. Quand on pense à votre cinéma, on pense beaucoup à l'écriture, au dialogue, aux acteurs, mais je pense que la mise en scène est partout et dans tout votre cinéma, et c'est le cas aussi dans Frères et Sœurs. Et notamment, le film est traversé par des motifs visuels qu'on retrouve dans presque tous vos films, qui sont ceux de la chute, de l'évanouissement, avec des corps qui sont comme débordés par un trop-plein d'émotions et qui s'affaissent ou qui, au contraire, s'élèvent, qui sont soumis à des contingences de l'espace ou de la maladie. C'est des choses qui surviennent dès l'écriture, où vous imaginez ces corps qui s'évanouissent régulièrement dans le film ? Ça, oui. C'était beau pour moi de filmer ça, parce que j'ai déjà filmé, je pense à Comment je me suis disputé, où Mathieu Amalric avait une chute mémorable dans les escaliers et dévalé comme ça, ce qui correspondait à son métier, parce qu'il était professeur de philosophie, enfin, il était assistant professeur de philosophie, donc il disait « je suis à terre », puisque A-T-E-R, et donc effectivement, là, il tombait à terre. Mais là, c'est une femme qui s'évanouit et qui tombe. Et alors de voir une femme tomber, je pensais dans 3 souvenirs de ma jeunesse à la chute de Quentin Dolmer, il apprend la mort de sa professeure, et le deuil vient le frapper d'une manière tellement violente qu'il s'évanouit dans le bureau de sa professeure quand la secrétaire lui apprend la mort de sa prof. Et là, c'est une femme. Alors, c'est très... Alors, vous parliez des dialogues, c'est une scène muette, pourtant, il n'y a pas de dialogue. Est-ce qu'elle va oser le voir, pas le voir ? Elle est terrifiée. Et c'est une scène qui est que muette, comme ça, qui se passe. Et c'était très important pour moi. Alors ça, c'était écrit. Mais maintenant, ce que j'ai écrit, c'est pour ça, vous voyez, je ne sais pas penser aux acteurs hein, quand j'écris. Je ne sais pas penser aux gestes non plus. Parce que je sais que tout ça, c'est que du papier, quoi. Vous voyez, pourquoi Alice, j'attends les acteurs, j'attends les actrices, j'attends le dialogue avec Marion, avec Melville et tout ça. Et là, je vais commencer à comprendre. Et donc, si vous voulez, j'écris une scène et je me dis, bon voilà,
je crois que je suis content d'une scène quand je me dis, ça, je sais vraiment pas le filmer, je sais pas comment on joue ça. Quand j'ai un truc qui est infilmable et injouable, je me dis, il y a du bon matériel. Parce qu'évidemment, si c'est injouable, tous les acteurs vont me dire, je pourrais avoir le rôle, parce que moi, je vais réussir à le jouer. Et moi, évidemment, ça me challenge pour savoir où est-ce que j'ai placé la caméra, etc. Mais c'est tous ces états du corps, vous voyez, je pense, quand ça pleure, quand ça morfe, quand ça... ça m'intéresse, que les excrétions, vous voyez, je pense au titre d'un livre qui m'importe de Stanley Cavell qui s'appelait Contesting Tears, la protestation des larmes. Et il parlait des mélodrames américains et comment par les larmes, une femme trouve sa voix, VOIX. Vous voyez, tout d'un coup, elle existe par le fait qu'elle pleure, quoi. Et Alice, elle ne sait pas pleurer, très peu dans le film. Il y a quelques moments où tout d'un coup, elle est frappée par l'émotion parce qu'elle a cette peur comme ça qui l'empêche elle-même. Et pour le reste, je dis aux spectateurs, ils verront la fin du film. Vous parlez justement de l'importance du corps et c'est d'autant plus flagrant dans Frères et Sœurs que le film s'attarde aussi à l'agonie des parents. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le milieu médical. Vous ne nous épargnez rien de ce que c'est que la réalité d'un corps souffrant, d'un corps accidenté, d'autant plus que ce sont des personnes âgées. C'est très important et c'est une des qualités de votre cinéma, c'est ce mélange de tragique, même de mythologique par moment et de grande trivialité dans la présentation des corps, de certaines scènes, et jusqu'à la fameuse rencontre, enfin les fameuses retrouvailles qui vont se dérouler dans un supermarché. Donc ça, on est le summum de la trivialité et du quotidien, d'où surgit une scène théâtrale ou tragique, et même mythologique. La trivialité, c'est un enchantement. C'est l'enchantement. C'est le cinéma. Il y a une part de vérité qui arrive par la trivialité. Il y a le père. Le père, il y avait sur un conte de Noël un père qui s'appelait Abel. Là, c'est un autre Abel, c'est pas du tout le même, mais il s'appelle aussi Abel, donc il a ce côté mythologique comme ça. Il a un nom biblique et tout ça. Et la mère qu'on voit très peu, j'avais dit à Nicolette qui jouait le rôle que j'avais pas de rôle à lui offrir, que je lui demandais simplement d'être modèle. Et moi, je serais son photographe ou son peintre. Un très beau visage et tout ça. Et le corps, elle a un prénom trivial. Vous parliez de trivialité. Elle s'appelle Marie-Louise. C'était le prénom de ma grand-mère. Et voilà, il faut des machines pour l'aider à respirer, il faut une trachéo pour passer, parce que l'intubation ne marche pas, etc. C'est un travail, quoi. C'est qu'un corps encombrant, comme ça. Et en même temps, la première fois, après son accident, que sa fille la retrouve, Alice, elle dit « La Belle au bois dormant ». Alors vous avez la mythologie, vous voyez, ou un conte de fées, et en même temps l'extrême trivialité du corps. Il y a deux scènes dans le film qui pourraient paraître digressives ou un petit peu comme des pièces rapportées et qui, à mon avis, au contraire, apportent des clés, sont essentielles à la compréhension du film et justement lui permettent d'accéder à quelque chose qui dépasse le drame intime ou le drame familial. C'est la scène de la grotte et la scène de la synagogue, qui sont là aussi dans un autre contexte, un contexte religieux, un contexte mythologique, archaïque, hein, l'origine du langage. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux scènes et comment vous avez eu l'idée de les intégrer pour apporter un éclairage à ce que vous vouliez dire dans le film, tout simplement? Le film s'ouvre avec une scène très brutale qui est très certainement un hommage à la Chambre verte de Truffaut, qui commençait aussi par scène comme ça où on voyait Truffaut qui jouait le rôle de Daven, qui mettait un prêtre à la porte dans une chambre où une femme est dans son cercueil. Et comme ça, il alpaguait le prêtre, il lui hurlait dessus, il le foutait dehors. C'est une scène qui m'avait marqué, et c'est très certainement l'ouverture de Frères et Sœurs, et un sequel de cette scène. Alors voilà, il s'appelait Jacob, cet enfant. On saura très peu de choses sur lui, il est mort très jeune. Je trouvais que c'était bien de montrer son origine. En même temps, on va voir, vous parliez des corps qui tombent, celui d'Alice, il y a des corps qui s'élèvent, comme le corps de Louis, qui volent comme ça. Alors je trouvais ça beau, comme il est tout en haut, qu'il y ait une grotte. Vous voyez, c'était juste la forme visuelle, vous voyez, et qui va dans les lieux de l'origine. Alors du coup, j'ai lu des livres sur les peintures pariétales et tout ça. J'ai appris plein de trucs, puisque pas du tout ce qu'à mon âge qu'on nous apprenait quand on était en école primaire, tout faux. C'était pas du tout des scènes de chasse, etc. Machin, c'était rien à voir. Donc j'ai appris plein de trucs. Et alors Louis, il est là, il est dans cette grotte, et alors il y a ces petits signes qui sont juste des bâtonnets que je connaissais pas du tout. Ils s'appellent des claviformes, c'est-à-dire c'est des petits bâtons en forme de clé. Et il dit des lettres. Il a l'impression, comme il est écrivain, qu'il voit les premières lettres de l'humanité. Et lui, peut-être pas des lettres, lui répond celle qui deviendra sa femme, Phonia. Il dit non, c'est des femmes, des petites femmes.
Et donc, ils sont à l'origine du langage, quoi. Et ça me plaisait de montrer l'origine de cet enfant qui viendra marquer, c'est une digression, mais qui viendra marquer, enfin, rendra irrémédiable l'éloignement entre Alice et Louis, qui est Jacob, qui est la première scène du film. Donc, j'aimais bien cette idée, je trouvais ça important dans l'intrigue, ça nourrissait le personnage de Jacob, on le voit avant même qu'il soit conçu. Et puis il y avait ce être tout en fond ou tout en l'air qui définissait un petit peu le personnage de Louis. Et après, pour la synagogue, j'ai pensé, franchement, faire un film sur la question du pardon sans faire Kippour, c'est pas possible. Je sais pas le faire. Si vous voulez, c'est l'objet. Voilà. Alors moi, j'ai lu des bouquins dessus, de trucs de Talmud et tout ça, sur la question du pardon chez les Lévinas, tout ça. Ça me passionne, ça fait rigoler. Alors du coup, j'ai fait mon travail de classe. J'ai dit à Julie Père, voilà, il faut aller à la synagogue. Son copain, c'est Zvi, c'est Kippour. Hein. Ça tombait avec les dates, vous voyez. Donc tout marchait bien, quoi, dans le film, par rapport à la représentation, au moment où on tournerait dans l'année, etc. Et alors, je lisais un livre de Horviller où elle parlait du jour de Kippour, et dans le service, puisque ça dure toute la journée, c'est du matin au soir, il y a un moment comme ça qui n'est pas central dans Kippour, qui n'est pas le moment où tout le monde se réunit toute la famille se réunit sous le talit du père, etc. Non, c'est pas un moment clé. Mais comme ça, dans l'après-midi, il y a un texte qui m'intéressait beaucoup, qui est la prohibition de l'inceste. Alors je me suis dit, c'est super, parce qu'on a la loi, le thème, le truc, et puis il y a la beauté de la synagogue, de la cérémonie, la beauté des rituels, qui est super beau, et qui arrive de manière très énigmatique, comme ça, et qui vient renforcer, souligner la nature du lien qu'il peut y avoir entre le frère et la sœur. Frères et sœurs entretient pas mal de correspondances avec un autre film qui est un conte de Noël, qui sont assez évidentes. Il y a le souvenir d'un enfant mort, il y a la violente rupture entre un frère et une sœur, mais les deux films en même temps montrent les changements, l'évolution de votre cinéma. Un conte de Noël est un film extrêmement proliférant, foisonnant, qui déborde un peu de partout et qui est un film choral. J'ai l'impression que depuis Roubaix une lumière, avec Tromperie, vous allez beaucoup plus droit, vous êtes beaucoup plus linéaire. Là, dans ce film, vous vous concentrez vraiment sur l'essentiel, sur le frère et la sœur, justement. C'est vrai, c'est la même intrigue. Si vous voulez, c'est la même intrigue, c'est une sœur déteste son frère. Voilà. Ça encombre le frère et ça encombre la sœur. Alors, c'était Anne Consigny et Mathieu Amalric dans Un conte de Noël. Mais alors, Un conte de Noël racontait tellement d'histoires différentes, variées, mettait tout à égalité. Toutes les histoires étaient à égalité. Chiara a une histoire passionnée avec le cousin de son mari. C'est mis à égalité avec le cancer de Junon. Tout était à égalité comme ça. C'était un film qui n'était fait que de digressions. Et là, je voulais faire un film sans digression. Je considère que La Grotte n'est pas une digression, et je considère qu'une scène de Kippour sur un film sur le pardon n'est pas une digression. C'est le sujet. Et donc, c'était vraiment faire un film qui soit obsédé par son sujet. Et c'est vrai que ça vient c'est depuis Roubaix. Mais c'est à mon insu. Enfin, c'était une volonté de ma part de traiter la même histoire. Mais vous voyez, j'avais laissé dans Un conte de Noël, on laissait un petit peu Élisabeth sur un chagrin. C'est un peu elle qui payait la douleur du film. C'est-à-dire tous les autres personnages dansaient et Élisabeth était toute seule. C'était Anne Consigny. Alors, à la fin, on voyait Anne sur le balcon et comme ça, qui essayait de sourire comme ça, qui devait payer le poids de chagrin du film. Et je me suis dit, mais je ne peux pas la laisser comme ça. Et je pense à un petit dialogue qu'il y a dans Frères et Sœurs. C'est quand le père Abel se réveille, Joël Cuténet, qui dit à sa fille, mais tu es en prison. Et à ce moment-là, Marion éclate de rire, elle dit, délivre-moi. Et je me suis dit, ça, le film, il doit la délivrer. Voilà. Et ça, je ne savais pas le faire sur Un conte de Noël. J'ai l'impression que sur Frères et Sœurs, j'y arrive un peu. Je voudrais évoquer avec vous la question de la masculinité et surtout du double masculin, puisqu'il y a eu Mathieu Amalric, il y a Melville Poupeau, il y a souvent des acteurs qui reviennent, qui ont des personnages qui ont parfois le même nom, le même prénom, et on sent une projection, pas forcément autobiographique, mais en tout cas une ressemblance avec le cinéaste que vous êtes. Donc ça, c'est le versant un peu évident. Mais j'ai envie de vous demander si vous, comme Truffaut, un cinéaste que vous admirez, vous n'êtes pas également tous vos personnages féminins ou certains personnages féminins de votre film. Est-ce que vous êtes à la fois Alice et Louis, ou est-ce qu'il n'y a que dans des personnages masculins que vous pouvez réellement vous projeter ? Ça dépend des films, ça dépend des films. Il y a des choses qui me travaillent à mon insu, évidemment. Voilà, je suis un type, donc peut-être je m'identifie, où les gens m'identifient plus au personnage masculin qu'au personnage féminin. Pourtant, alors je ne sais pas démêler en moi ce qui part de l'appétit, de l'extrême attention que je peux avoir
à la singularité féminine que je connais, que j'ignore, qui me reste, dont j'ai envie, qui est une part opaque pour moi. Vous voyez, de ne pas dire je sais ce que c'est être une femme. Non, je ne sais pas. C'est ça qui me passionne, du coup, ce que j'ai envie de regarder. Vous voyez, Et la part d'identification. Je me souviens d'un mot, je peux vous répondre que par une énigme, il faudrait poser la question, c'est Manuel Devos qui disait « Tout le monde croit que Mathieu Amalric c'est le double d'Arnaud, c'est pas vrai du tout, c'est moi ». Et je sais que ça provoque en moi un effet de vérité absolue. Évidemment que c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel truc. Devos doit en savoir plus que moi. Il dit non, c'est dans les personnages féminins. Cherchez dans les personnages féminins, vous trouverez Arnaud. Regardez dans les personnages masculins, ça c'est pour épater la galerie, mais c'est pas important. Et j'aime bien ce côté très orgueilleux d'Emmanuel. On parlait d'une linéarité trouvée ou retrouvée de ce film et de certains films récents. Néanmoins, dans Frères et Sœurs, il y a des flashbacks. Donc il y a une rupture avec ce qu'on pourrait appeler le classicisme qui en général interdit les flashbacks dans son acceptation stricte. Mais c'est justement peut-être ça qui fait la particularité de votre cinéma. C'est aussi la liberté, le fait que vous ne vous interdisez rien et que si l'histoire nécessite des flashbacks, vous les introduisez, vous trouvez un moyen de les inclure dans le film sans que ça crée une distorsion baroque. Ils sont parfaitement intégrés au déroulement du récit. C'était nécessaire parce que, comme je vous disais, il y avait ce refus de répondre de la part de Julie Père et moi, ce refus de répondre à la question du pourquoi, de la haine, mais quand même d'en faire la généalogie. Donc, il y aurait des flashbacks. Alors, les flashbacks, je m'en méfie, parce que je m'en méfie beaucoup. Il me semble plutôt que, je vous disais, tous les deux sont perdus. Alice, elle est perdue parce qu'elle ne sait plus. Elle est mue par des sentiments, ils sont là. Elle ne sait plus d'où ils viennent, elle ne comprend plus, elle ne sait plus où c'est. Alors, si je rentre dans sa tête, j'ai l'impression qu'il y a des dessins comme ça de Charlotte Salomon, qui était une peintre allemande, qui peignait des dessins comme ça au pastel ou à l'aquarelle, très autobiographiques. Et on voit une petite fille comme ça dans une maison perdue, puis elle est perdue entre le suicide de sa mère, le truc, elle essaie de recalculer le compte de sa vie au moment où elle doit s'exiler d'Allemagne avec l'arrivée du nazisme et tout ça. Ça m'a inspiré beaucoup visuellement. Et du coup, on voit Marion qui est une femme et qui est en même temps une petite fille et qui est perdue dans sa mémoire. Alors qu'on plonge dans les souvenirs, c'est pas tellement pour expliquer quelque chose au spectateur, c'est par empathie. Vous voyez qu'on rentre dans la tête de Marion et qui, elle, se souvient de fragments, des lambeaux, mais c'est vraiment des lambeaux, vous voyez, c'est une image muette. Ah oui, un jour, mon frère, il avait reçu un prix. Qu'est-ce que je lui avais dit ? Et alors on suit sa pensée, on rentre, c'est plutôt des moyens de rentrer dans la tête des personnages. Ou Louis, qui ne sait plus pourquoi, et qu'est-ce qu'il a fait, à quel point il a merdé, etc. Il ne sait plus. Alors il est avec un ami, il regarde des photos, et c'est piqué à une autre femme, qui est un film que j'aime beaucoup de Woody Allen. Quand il ouvre l'album, c'est des bouts de film. C'est pas des photos, c'est des personnages qui bougent, quoi. Et tout d'un coup, on plonge dans les souvenirs. Et donc là encore, on rentre dans ces deux personnages qui sont perdus et qui cherchent une carte pour se repérer dans des sentiments qui les submergent. Dans votre œuvre, il y a des ruptures, mais il y a aussi beaucoup de résonances, beaucoup de prolongements entre les films, de liens plus ou moins souterrains. Et j'ai l'impression que cet ensemble, vous avez construit à votre manière votre comédie humaine. Truffaut l'avait aussi fait, il y avait un projet balzacien chez Truffaut, mais chez vous, il y a d'abord des lieux qu'on retrouve, il y a des personnages qu'on retrouve, il y a des acteurs qu'on retrouve à des différents âges de leur vie, il y a des circulations entre les films. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait consciemment ou inconsciemment ? C'est inconsciemment parce que... Je peux vous dire de deux choses à ce sujet. L'une, je me souviens quand je faisais un conte de Noël, quand j'avais commencé à l'écrire, j'avais dit à Pascal Cocheteux, le producteur, « Mince, c'est un remake de La vie des morts, ça va pas du tout. » Il m'avait dit « Oui, mais la maison sera pas pareille, donc les spectateurs n'en sauront rien. » Et donc je m'étais dit « Bon, ok, partons là-dessus, voilà. » Et après, il me semble, chaque fois que j'entreprends un nouveau film, et même avec le Frère et Sœur, c'est pareil. Oui, je voyais bien qu'il y avait l'histoire d'une sœur qui avait fait un procès à son frère dans un conte de Noël, d'accord. Mais j'espère que les spectateurs ils vont pas me reconnaître. Vous voyez, sinon j'aurais pas l'appétit de faire un nouveau film. Vous voyez, j'espère que je vais arriver. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est j'arrive chez Arte et je dis alors j'ai un truc, vous n'allez pas me reconnaître. Il n'y a aucune digression, ça va tout droit. C'est plus le même Arnaud, j'ai tout changé, etc. Et à ce moment-là, quand le film est projeté, les spectateurs me disent c'est vraiment bien toi. Et je me dis j'ai encore raté, donc il faut que je fasse encore un film. Ça se passe un peu comme ça.
Non, mais je pensais à Balzac parce que dans la comédie humaine, il y a aussi des romans policiers. On pourrait dire Bien sûr, que trouver bien sûr. une lumière, c'est votre ténébreuse affaire. Voilà, et il y a puis des... qu'on retrouve des personnages... des films fantastiques, La peau de chagrin. Il y a du fantastique, il y a du social, il y a du politique. Et il n'y a pas seulement quelque chose de l'ordre de l'autofiction ou de l'ordre de la psychologie. Il y a aussi des formes très différentes, mais des personnages qui font qui font la passerelle, quoi. Qui font la passerelle, c'est vrai. C'est vrai, mais le terme d'autofiction me conviendrait pas. Je dis ça avec grande admiration pour Christine Angot, et je pense au film de Catherine Corsini que j'avais beaucoup admiré. Je me souviens plus du titre du roman ni du titre de film, mais qui m'avait vraiment fortement impressionné et que je trouvais un très beau film. Mais il me semble que c'est pas ça vraiment que je fais. J'ai l'impression que je me sers de moi, quoi. Mais vous voyez, je pense à Marion Cotillard. Elle n'a pas cessé, pendant tout le tournage du premier au dernier jour, de se servir d'elle-même. Vous voyez, tout d'un coup, la voilà bouleversée, la voilà qui rit. Alors, il faut qu'elle pense à un truc drôle, lequel ? J'ai pas l'impudeur de lui demander à quoi tu penses. Voilà que tout d'un coup, elle est effarée, presque elle en vomit d'effroi. Quand elle retrouve une photo dans la chambre de sa mère à l'hôpital, elle retrouve une photo, ça la bouleverse, et les sentiments viennent la submerger comme ça. Donc bien sûr que pour jouer ça, il faut qu'elle donne, Marion, quelque chose d'elle-même. Donc si je demande ça à un acteur, il faut que moi aussi je le fasse. Voilà, c'est juste par politesse par rapport à eux. Si je demande, je voyais, c'était très bouleversant de voir Melville. Vous voyez, il était au rendez-vous avec lui-même. Vous voyez, il réglait des trucs de sa vie, etc. Donc moi, il faut que je règle. S'il fait ça, moi, je dois faire pareil. C'est juste ça. C'est moi de me mettre à la discipline des acteurs. C'est ma discipline sur le plateau. Dans le film Alice est actrice, le théâtre joue un rôle important dans votre cinéma, dans ce film aussi, et il introduit peut-être le thème du regard qui est très important dans Frères et Sœurs, où d'une part Alice est devant le regard des spectateurs, et elle est aussi sous le regard d'une jeune admiratrice roumaine, qui est un très beau personnage, qui là aussi ouvre une brèche qui sort le film d'un seul créneau intime ou familial, et qui l'ouvre presque vers une dimension géopolitique qu'on retrouvera à la toute fin du film. Est-ce que quel était le but de la création de ce personnage, de jeune femme qui admire Alice ? Moi, j'ai beaucoup pensé à Opening Night. Bien sûr. C'est comme si la groupie d'Opening Night ne mourait pas, n'était pas renversée par la voiture et pouvait entretenir une relation un peu secrète avec son idole de comédienne. Mais c'est vrai qu'on a revu, bien sûr, elle vient je vous disais que la première scène venait de La Chambre verte de Truffaut. Très certainement, la scène 3, quand elle sort du théâtre et qu'elle tombe sous la pluie, et qu'elle tombe sur cette fan, je pensais très fort, je pensais évidemment, je me disais, voilà, c'est la suite d'Opening Night. Mais alors, comme dans la scène 2, il y a un accident de voiture, je me suis dit, elle ne peut pas mourir, je vais mettre 2 accidents de voiture. Donc, du coup, elle va vivre, elle va parler. On va savoir ce qu'elle va exister. Et vous parliez de cette géopolitique du film. J'étais bien embêté, et j'en parlais avec le producteur, avec Pascal, et beaucoup avec Julie Père. Je disais ce qu'il faut fuir au début. Après, il fallait inventer des idées. Au début, avant qu'on commence à écrire, je disais ce qu'il faut, c'est fuir l'entre-soi. Vous voyez, parce que comme c'est une histoire de famille, ok, bon, c'est une famille, ça se passe à Roubaix comme d'habitude. Donc en gros, on va se retrouver qu'avec des caucasiens, chrétiens, du Nord, middle class. Ça va être à périr d'ennui. Et donc il faut échapper de ça. Alors, du coup, on avait au moins 3 stratégies, voire 4. C'est tout d'un coup, la femme de Louis, elle est juive. Et alors je pensais à un ami qui est producteur et maintenant réalisateur, Uri Milstein. Sa mère est juive iranienne. C'était une sabra, et ses grands-parents étaient nés en Iran. Alors je me suis dit, go shifter, c'est formidable, ça ouvre quand même. Et puis je pensais, ça faisait longtemps que j'admirais Patrick Timsit, qui joue le meilleur ami et qui a été très épris d'Alice, mais qui a encore éperdu de désir pour Alice comme ça, et qui va retrouver pendant le cours du film. Et donc je me suis dit, c'est merveilleux, parce que Patrick Timsit, qui était sublime dans le Cousin, le film de Corneau que j'avais vachement aimé avec Chabat, et ses parents sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Et moi, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée. Alors tout d'un coup, qu'on se retrouve, et puis il vient d'une cinématographie qui est tellement différente de la mienne. Il vient dans la ville, de Star 80. Moi, je viens de La Vie des morts, où je suis un succès d'année de Romer ou de trucs, etc.
Donc c'est la carte et le lapin, quoi. Du coup, c'était formidable parce que ça crée vraiment une amitié. C'était sortir de ça. Et il y avait Cosmina Stratan, qui vient de Au-delà des collines, le film de Mungiu, qui est, je crois, le film que je préfère de Mungiu. J'aime tous ses films, mais celui-là particulièrement. Qui avait eu un prix, elle avait eu un prix à Cannes, les 2 femmes avaient été récompensées. Et tout d'un coup, il y a une trouée comme ça qui apparaît. Alors, voilà que Alice va dans une pharmacie, il y a un type qui est trop gentil avec elle, et ce type, c'est Salif Cissé, qui vient de l'Abordage, le film de Guillaume Brague. Et voilà et après, je ne peux pas raconter la fin du film, parce que ce sera un spoiler. Mais donc, on essayait d'ouvrir, c'était pour fuir l'entre-soi. Vous voyez, c'était ça l'obsession pendant la distribution. Les acteurs et les actrices apportent toujours beaucoup d'altérité dans vos films. Oui, ils apportent ça. D'ailleurs, à vos débuts, à l'époque de vos premiers films, vous disiez que vous aviez peur des acteurs, que vous n'y connaissiez rien, qu'on ne vous avait pas appris ce que c'était qu'un acteur ou une actrice à l'école de cinéma. Bon, les choses ont beaucoup changé depuis. Voilà, les acteurs et les actrices ont tous envie de travailler avec vous. Vous êtes un merveilleux directeur d'acteurs. Comment s'effectue le travail avec les acteurs, les actrices, avec quelqu'un comme Marion Cotillard, que vous avez rencontré à plusieurs étapes de sa carrière, hein, elle était déjà dans Comment je me suis disputé, puis après Les Fantômes d'Ismaël. Comment s'effectue cette relation de travail avec Melville Poupeau, avec les autres? D'abord, il y a un mot qui était un mot de Rivette que j'aimais bien, c'était le mot de complot. Il disait, alors moi je l'ai théorisé à ma façon, il disait entre le réalisateur et les acteurs, il faut faire un complot. Moi je renforcerai un peu plus en disant qu'il y a un complot par acteur. Il faut que chaque acteur sache quelque chose du film que les autres ne savent pas. Parce que comme ça, quand il arrive, vous voyez, la question n'est plus du tout est-ce que je suis bien ou pas bien, est-ce que la prise 5 elle était mieux que la 7, vous voyez, tout ça on s'en fiche complètement. C'est chaque acteur est dépositaire d'une vérité, d'une facette du film que les autres acteurs ignorent. Donc c'est pour ça que je ne répète pas du tout comme au théâtre, que jamais les acteurs ne se croisent avant, ne se voient pas avant. Et je lis maintenant, alors avant je ne faisais pas ça, mais maintenant je lis le texte avec eux pour l'aménager. Alors je leur demande de lire une fois le texte devant moi, puis après c'est moi qui le joue. Je peux prendre le rôle, ça ne vous embête pas, puis je le joue, je fais l'andouille. Alors moi je prends des notes quand ils jouent, et puis eux ils peuvent prendre des notes. Vous voyez, ils peuvent dire j'aime bien comment Arnaud il dit ça, et j'aime pas quand il fait ça, etc. Puis eux ils font leur marché, moi je fais mon marché. Et après se passe l'étincelle, c'est quand moi je disparais, je sors du champ, et tout d'un coup ils se rencontrent, et là il se passe, et là je prie pour qu'il se passe une étincelle, et l'étincelle s'est produite sur le film, donc je suis content. Mais au début vous jouez avec eux en fait. Ah, je joue tout le temps, oui. Après sur le plateau je joue aussi. Je sais plus si des fois j'ai le trac, je ne sais plus trop dire. Parce que j'étais très fier après Roubaix une lumière. Et quand même, je rappelle que Rushdie a eu le César, ce qui n'est pas rien. On s'est retrouvés à Cannes, et j'étais tout fier comme ça. Et je disais, pour une fois, comme Rushdie m'impressionne beaucoup, autant que Marion Cotillard, Melville aussi, mais Melville, c'est un vieux copain, donc c'est pas les mêmes rapports. J'avais dit comme ça, la première télévision qu'on fait, je disais, pour une fois, je n'ai pas joué devant Rushdie Zem. Rushdie s'est retourné vers moi en disant, mais c'est honteux de dire une chose pareille, tu n'arrêtais pas de jouer le rôle de Daoud. Donc je sais pas si j'ai joué devant Marion, j'ai l'impression que j'étais pudique, peut-être j'étais impudique comme je suis d'habitude, je sais plus quoi. Mais en tout cas, j'ai pas de limite, j'aime pas, je sais que dans tous les manuels, il y a écrit ne jamais jouer devant un acteur, etc. Donc j'ai laissé les manuels de côté, j'ai pas acheté ces manuels-là, je respecte pas Stanislavski, je fais autrement. Vous m'aviez dit une fois que vous aviez coutume de montrer pour chaque film un film à vos acteurs ou à votre équipe. Là, Roubaix une lumière, c'était Icon Fest d'Hitchcock, je crois. Est-ce qu'il y avait eu un film pour Frères et Sœurs? Ouais, mais j'ai honte de le dire. Non, c'est-à-dire c'est ni un film de Truffaut, ni un film de Bergman. Non, et j'ai honte, mais c'est mon âge qui parle. J'ai montré Rois et Reines. Ah ben... Il n'y a pas de honte à avoir, c'est un bon film. Mais j'aurais dit, écoutez, Rois et Reines, on l'a fait, on n'avait pas un sous-vaillant. Et ce qu'ont donné les acteurs, c'est hallucinant. Il y avait le « et », vous voyez, Rois et Reines. Donc quand on voit le roi, on ne voit pas la reine. Quand on voit la reine, on ne voit pas le roi. Frères et sœurs, quand on est avec Alice, comme ils sont disputés, on ne voit pas Louis. Et puis quand on est avec Louis, comme sa sœur ne veut pas le voir, on ne voit pas Alice. Donc il y avait une structure narrative qui était un peu en commun. Il y en avait tellement inventé sur le film, j'aurais dit, donc c'était pour mettre la pression à l'équipe, j'aurais dit maintenant la pression vous l'avez. Moi je l'ai, mais maintenant on est nombreux à avoir la pression, quoi. Et donc j'aurais montré, c'est honteux, mais j'aurais montré un film de moi.
Non, c'est pas honteux parce qu'on pense à Bergman, on pense à Truffaut, mais on pense aussi à vous, on pense aussi à vos films. Et il y a une très belle scène qui rend hommage à un film que je sais que vous adorez, et moi aussi, et c'est quand Alice joue sur scène The Dead de Joyce. On pense forcément à la scène finale de Jean de Dublin, le film de John Huston, surtout avec cette neige qui tombe sur la scène et qui ensuite tombe dans la rue. Là, il y a une rime, il y a une forme de musicalité absolument magnifique. Je parlais de l'importance de la mise en scène dans le film, et là, il y a vraiment un passage qui est touché par la grâce et qui vient à la fois du texte, de l'image, et puis aussi de la relation entre la scène et la vie et la rue, quoi, et la ville. C'est une très belle scène. J'en viens peut-être à évoquer votre relation avec Irina Lubchansky, votre directrice de la photographie sur de nombreux films de ces dernières années. Mais les films ont tous une identité visuelle très affirmée, très différente. Sur quelle piste, sur quelle base êtes-vous partis pour Frères et Sœurs ? C'est toujours... Parfois, il y a eu des films qui étaient plus, où Irina avait plus une idée de ce qu'elle voulait faire. On a fait beaucoup de films ensemble. Donc moi, j'avais une obsession que j'ai imposée. C'était, je lui disais, il faut qu'on fasse différent, il faut qu'on fasse autre chose que ce qu'on a fait avant. Le film est plus sombre que, par exemple, Les Fantômes d'Ismaël, qui étaient très scintillants. Comme ça, il fallait que le film soit plus sombre. Vous parliez des regards. C'est un film aussi sur l'ombre et la lumière. Vous voyez, par exemple, dans les rapports, quand elle rencontre Cosmina Stratan, la fan, elle est dans l'ombre, Lucia, et pourtant elle s'appelle Lumière. Et alors après, l'actrice, Alice, elle a presque envie de se cacher ou d'être dans l'ombre, ou elle est sur scène et pourtant elle est impénétrable. Alors que c'est le frère, qui est écrivain, dont on dit qu'il est spectaculaire. Donc c'est toujours qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qui est dans la lumière. Il y a un jeu comme ça qui se passe pendant tout le film. Ça, on ne l'a pas théorisé, parce que notre travail, c'est pour ça que j'aime tant travailler avec Irina, c'est basé sur l'amour du réel, c'est-à-dire des décors réels. C'est qu'on ne tourne pas en studio. Et ça, pour moi, c'est un point fondamental, c'est de ne pas tourner en studio. Je l'ai fait, j'ai eu l'occasion de le faire sur En Thérapie, j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, ce film-là, c'était pas possible. Donc, on est au Théâtre du Nord, à Lille. Donc, on regarde les vraies coulisses. On se dit, comment est-ce qu'on fait ? Tiens, on regarde l'appartement des parents qui est modeste. Donc, il est trop bas de plafond, donc on ne peut pas accrocher de projecteur, donc il faut faire autrement, etc. Et donc, on commence à parler de la lumière sur les vrais lieux, en disant, ben voilà, il n'y a aucun endroit où accrocher de projecteur, or le plan, il tourne pendant le déménagement, il tourne autour de tout, etc., ou pendant le coup de téléphone, donc on voit pas. Donc on fait comment ? Et là, on commence à se poser des questions, et là, on commence à trouver des réponses, des solutions, et qui donnent, après ce jeu d'ombre et de lumière, qui vient nourrir tout le film. Il y a aussi une séquence de western dans le film qui est magnifique. Bien sûr, oui, c'était beau ça. Mais oui, cette scène, c'est Louis vient, après la mort de son fils, Louis vit en reclus dans les Pyrénées. Et alors c'était écrit un petit peu avec des souvenirs de Pale Rider, comme ça, un truc un peu épique comme ça. Et puis aussi pour fuir l'entre-soi, fuir Roubaix, fuir. Voilà. Le film s'ouvre avec dans ces scènes dans les Pyrénées avec une fuite, et Alice s'enfuira à la fin du film également. Mais oui, mais vous voyez. Après, on a vu la maison. On nous a emmenés, on a vu la maison. Et tout change avec Irina. Tout change. Si on voit une maison où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Donc, il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de truc, etc. Et il n'y a pas de route. Donc, il faut tout amener le matériel à Dotom, etc. Donc, du coup, on est obligé de commencer à inventer les images qui seront les images qu'on va partager avec les spectateurs. On parle des grands espaces, de la ville, des paysages urbains, mais je pense que c'est aussi un film où les gros plans jouent un rôle très, très important. Alors, est-ce qu'ils sont motivés par le désir de filmer les visages de Marion Cotillard, de Golshifteh, leur expressivité, leur émotion ? Est-ce que c'est propre à ce film ? Il s'est passé deux choses. J'ai terminé sur Irina, mais je pense que sur ce film-là, c'était ce dont on avait parlé. Vous voyez, avant de parler de l'ombre, de la lumière, etc., avec Irina, je lui ai parlé de Marion. Vous voyez, parce qu'elle avait déjà filmé, je me souviens d'un plan de Marion Cotillard dans Les Fantômes, sous la pluie, attendant sous la fenêtre de son père, qui était un plan sublime. Et je dis, voilà, maintenant, il faut faire autre chose. Donc, c'est le visage de... Et j'ai le souvenir du dernier plan du film, que je ne vais pas raconter, pour ne pas le spoiler. Mais vous voyez, on était en train de filmer des scènes, etc. Je faisais des plans tout à fait astucieux, des travelling, des trucs et tout ça. Et puis, alors, à la fin, j'ai dit à Irina, maintenant, tu t'assieds sur le lit et tu prends la caméra à l'épaule. Et Marion était sur un lit. Elle dit, mais je ne peux pas avoir un cube. J'ai dit, non, tu t'assieds sur le lit avec Marion. Et Marion me regarde un tout petit peu angoissée. Elle dit, mais je fais la même chorégraphie que dans l'autre plan qu'on avait fait, etc. Je dis, non, tu fais la chorégraphie que tu veux, etc. Débrouillez-vous. Et elles ont fait, on a fait une prise. On a fait une prise, et à l'étalonnage, je dis à Irina, je crois que vous entendez bien. Et vous voyez, il s'est passé quelque chose. Et je pourrais le dire d'une autre manière,
et qui me semble encore plus importante que le truc sur l'ombre, la lumière, etc., le jeu entre Lucia et Alice et tout ça, c'était mon ami Ken Jones qui m'écrivait après avoir vu un premier montage et qui disait « Et Marion », il me disait en américain, « Et Marion, le visage de Marion, c'est une carte, un map. Mais la carte de quoi? Est-ce que c'est la carte de l'enfance? Est-ce que c'est la carte d'une solitude? Est-ce que c'est la carte d'un chagrin? On l'a oublié la clé. Est-ce que c'est un chagrin d'enfant ou un chagrin d'adulte? Est-ce que c'est la carte qui dessine le destin d'une actrice ou d'une enfant? On ne le sait pas, et la question, elle restera ouverte. Et pour moi, le visage de Marion, c'est une carte qui est infinie, quoi. J'arrive à déchiffrer, et je ne sais pas mettre des mots sur ce que j'arrive à déchiffrer. Oui, le visage comme paysage, enfin comme carte émotionnelle. Ouais. Et Arnaud Desplechin, pour conclure peut-être sur Frères et Sœurs, même s'il y a énormément de choses à dire, d'un film qui part d'une manière extrêmement violente, vous l'avez dit, qui traite de deuil, de haine. Moi, j'ai l'impression que c'est un film qui est plein d'espoir. C'est un film sur l'espoir dans un monde peut-être désespérant ou désespéré. C'est sur la possibilité de l'espoir. Ben, si c'est ça, vous voyez, c'est les premiers mots que j'ai écrits après Roubaix une lumière, que j'ai écrit à Julie Père. Je disais, on a commencé notre entretien avec ça, ce serait bien de réparer la vie, de vivre mieux. Vous voyez, de vivre un peu mieux. Les films, ça sert à vivre mieux. Ça sert à plein de choses, mais aussi à vivre un peu mieux. Et alors, il y a des trucs qu'on peut faire avec des films qu'on ne sait pas faire dans la vie, qu'on ne fait pas bien dans la vie. La vie n'est pas si bien fichue que ça. Et la fiction, elle permet vachement plus de trucs. Et alors, si vous arrivez à faire un truc dans la fiction, ben, les spectateurs, ils peuvent s'en servir. Vous voyez, c'est un truc tout bête. Vous voyez, vous regardez Jean-Pierre Léaud ou Clint Eastwood, et vous allez draguer une fille ou un garçon en prenant une attitude, une certaine attitude que vous avez appris dans un film, ou Stewart Granger, ou allez savoir. Le premier film qui vous tombe sous les yeux, vous voyez. Et vous allez prendre, et vous apprenez à rencontrer autrui grâce au film. Alors du coup, ça permet ça. Et c'était vrai que c'était l'ambition démesurée avec Julie, c'était de réparer un peu les accros qu'on peut avoir tous et chacun dans nos vies, en disant c'est pas une fatalité, on peut vivre un tout petit peu mieux. Voilà. Et le cinéma y aide. Alors là, oui, la question de la culture dans vos films qui est très importante, parce qu'effectivement, vos personnages sont écrivains, poètes, philosophes, cinéastes. La culture a une fonction. Vous disiez que le cinéma pouvait rendre heureux, pouvait aider, pouvait guérir, pouvait soigner. Est-ce que la culture a cette fonction réparatrice, ou est-ce qu'elle a une fonction qui est au contraire d'aller au plus près de la vérité, donc parfois de la souffrance? Comment vous l'utilisez? Et pour moi, je dis, la culture, c'est un mot dont je me méfie un peu. Pour moi, c'est juste un réservoir, c'est des réservoirs d'images. Mais ce que j'aime bien, c'est toutes les cultures, n'importe quelle culture. Vous voyez, on entend, on arrive, il y a une leçon de culture, par exemple, dans le film, très bref, c'est un plan, un seul plan. C'est l'oncle fidèle reçoit son neveu Joseph et lui donne un cours et lui dit « Mais qu'est-ce que ta mère te fait écouter ?» Il lui fait écouter KRS-One, qui est un des premiers rappeurs, qui était un homeless, qui est devenu un rappeur fameux dans les années 80, à la fin des années 80. Et voilà, c'est de la culture. Vous voyez, c'est du hip-hop. Après, vous parliez de Joyce, vous voyez, les gens de Dublin ou de John Huston, etc. C'est de la culture, c'est des images, des sons, des trucs, vous allez les prendre, vous descendez. Moi, ce que j'aime bien avec cette idée-là, j'aimerais pas pénaliser un de mes personnages parce qu'il fait un métier aussi fantaisiste que poète. J'ai une curiosité pour ça, parce que personne ne sait ce que fait un poète. Comment on vit? C'est comme comment je me suis disputé, philosophe. C'est quoi un philosophe? Il fait quoi le matin? Et à 8h30, il va au travail, il fait comment de la philosophie? Alors, on fait comment de la poésie? On ne sait pas. Alors, par exemple, quand vous êtes poète, vous êtes pauvre. Donc, ou bien il répare des maisons, ou il est prof. C'est un choix. C'est très trivial. Donc, moi, je trouve ça vachement intéressant pour les spectateurs de voir. Et je ne trouve pas qu'il faille qu'il soit, par exemple, de culture footballistique plutôt que de culture littéraire. Vous voyez, je trouve de le pénaliser en disant qu'il serait moins vrai parce qu'il fait un métier comme ça. Non, c'est pas vrai. Il habite dans le même pays, je partage le pays avec lui. Voilà. Moi, je fais un métier manuel, le cinéma. Lui fait un métier plus littéraire. Bon, voilà, on habite tous les deux le même pays, un pays de fiction qu'on appelle la France, et voilà. Donc pour moi, c'est des réservoirs qui permettent d'aller chercher, d'enrichir les histoires. Mais il me semble aussi, pour pas me défiler devant la question, que c'est une des tâches du cinéma, c'est de prendre des trucs qui sont tout en haut. Et moi, comme j'ai un métier privilégié, j'ai le temps d'aller les chercher. Vous voyez, je vous parlais du livre de Delphine Orviller que j'ai lu sur la cérémonie de Kippour. J'ai le temps de le lire parce que j'ai un métier privilégié. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de lire parce qu'ils bossent trop. Moi, j'ai ce temps-là pendant la préparation, j'ai des heures de lecture pendant l'écriture du tournage, pendant l'écriture du scénario. Alors, je vais chercher des trucs et je prends des mots tout en haut et hop, je les ramène dans la rue. Tout simple,
tout net, plat, à plat. Un gosse, il peut comprendre. C'est parfait. Et ça, c'est le travail du cinéma, c'est de ramener les mots à la maison. Vous voyez, de prendre des mots qui sont tout en haut, des concepts nobles, etc. Il n'y a même pas du tout, c'est hyper facile, c'est de populariser, de trivialiser, de rendre populaire quelque chose qui sinon appartiendrait qu'aux classes dominantes. Absolument, c'est une des fonctions du cinéma et beaucoup de jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont pu avoir un accès à la philosophie, à la littérature, à la musique, grâce à la peinture, grâce au cinéma, et ça participe à ce... Voilà, vous pourrez évoquer la trivialité, c'est sûr, et le métissage aussi qui est au cœur de votre cinéma. Arnaud Desplechin, Frères et Sœurs, est présenté à Cannes. C'est un peu pas une tradition, mais en tout cas une bonne habitude de la plupart de vos films. Et il sort le 20 mai, dans toutes les salles françaises. Merci beaucoup Arnaud Desplechin. Merci Olivier.